Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet événement en direct sur notre page Facebook, événement organisé par les CAF, les caisses d'allocation familiale, en partenariat avec le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Quel est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui? Comment accompagner les enfants dans leurs usages des écrans? Je ne vous apprends rien en disant qu'aujourd'hui, les écrans sont omniprésents dans les familles et du coup, leurs usages posent de nombreux problèmes très variés auxquels il n'est pas toujours simple de répondre quand on est parent. Des exemples de questions qu'on peut se poser: faut-il proscrire complètement les écrans pour les tout petits? Comment encadrer les pratiques numériques des plus grands? Quelles règles mettre en place pour mon ado, notamment pour les jeux vidéo? Comment les protéger des images choquantes ou violentes? Si vous avez des enfants, vous avez forcément été confronté à l'une de ces problématiques. Pour nous aider aujourd'hui à trouver des solutions concrètes, nous avons la chance d'avoir Vanessa Lalo sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des pratiques numériques. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de jouer le jeu, puisque c'est vous qui nous regardez qui allez créer cet événement. Vous pouvez en commentaire poser vos questions en direct et Vanessa Lalo va y répondre et nous donner des solutions concrètes. Pour animer cet événement, je suis accompagné par Virginie Sassoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe du CLEMI, je le disais, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Ce Facebook Live, juste en introduction, donc s'inscrit dans une semaine importante pour vous, pour le CLEMI notamment, pour la semaine de la presse et des médias dans l'école. Tout à fait, vous êtes bien renseignés. C'est encore la semaine de l'éducation aux médias et à l'information qui dure théoriquement une semaine, mais en réalité un mois. Et c'est pour ça qu'on est encore dedans et ça fait 2 ans qu'on l'a ouverte aux familles. Merci beaucoup Virginie, donc n'hésitez pas à intervenir et à poser aussi vos questions à Vanessa Lalo. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec une première thématique, la place des écrans dans nos vies et en particulier dans la vie de nos enfants. Alors ils étaient déjà prépondérants avant la crise sanitaire, ils ont encore pris plus de place après la crise du Covid, l'école à distance. On a l'impression aujourd'hui d'être dans un flot d'informations en plus anxiogènes. À cela s'est ajouté la campagne présidentielle, la guerre en Ukraine. Pour démarrer, une question simple mais primordiale aujourd'hui, Vanessa Lalo, comment réussir à gérer le temps d'écran de nos enfants? Une question compliquée. Oui, c'est une question à la fois très simple et très compliquée. Alors déjà, peut-être revenons sur le mot écran. Pour mettre un peu les pieds dans le plat aussi. On parle un peu à tout va des écrans, comme s'il y avait un grand Z, les écrans. Il faut peut-être essayer de remettre dans notre vocabulaire un peu de précision. Parlons peut-être des tablettes, des téléphones, des ordinateurs. Voilà, remettons peut-être un peu de sémantique précise, parce qu'en fait, quand on dit les écrans, c'est une notion très fourre-tout, qui ne veut pas forcément dire grand-chose, et on ne fait pas la différence entre un écran qui est passif, enfin un usage qui est passif, pardon, et un usage qui va être plus interactif, ou qui va peut-être permettre d'avoir un peu plus de contenu intéressant aussi. Donc ça, c'est important aussi de bien nuancer. Quand on parle du temps d'écran, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la télévision passive qu'on ne regarde pas forcément mais qui est en bruit de fond? Est-ce que c'est un apprentissage? Est-ce que c'est remplir Wikipédia? Est-ce que c'est perdre du temps à regarder des défilés de chats sur TikTok? Déjà, peut-être rentrons dans ces détails-là avant d'essayer de faire des préconisations de temps. Alors bon, on considère qu'à partir de 6 heures par jour, on est vraiment déjà dans quelque chose qui dépasse voilà, l'entendement. Donc on ne va pas conseiller aux parents d'aller à 6 heures par jour chez des petits-enfants. Mais bon, disons que 6 heures, c'est déjà le grand maximum. Après, à chacun de fixer ses propres règles en fonction de l'intérêt que ça peut avoir pour l'enfant. Est-ce que ça le construit? Est-ce que ça l'aide à grandir? Est-ce que ça l'aide à être en interaction, en maintien du lien social, à aller s'informer? Ou est-ce que c'est juste une perte de temps, avec quelque chose un peu anesthésiant pour passer le temps? Sachant qu'on a aussi le droit de se divertir quand même. Voilà, un peu. Ça peut aussi être divertissant. Un peu. Voilà. Justement, sur le divertissement, c'est souvent par là qu'on commence l'usage des écrans, notamment pour les jeunes enfants, les moins de 3 ans. On a beaucoup alerté, parce que c'est quand même le bon terme, sur la surexposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans. Est-ce qu'il faut proscrire aujourd'hui ces écrans quand on est parent d'un jeune enfant et qu'il a moins de 3 ans? Avec ce fameux message 3, 6, 9, 12, et on disait entre 0 et 3 ans, pas d'écran.
Alors, on ne dit plus ça. Hein. La campagne de Serge Tisseron ne dit plus avant 3 ans, pas d'écran, ce qui a été beaucoup relayé pendant très longtemps. Maintenant, on dit avant 3 ans, éteignez la télé, jouez avec bébé et parlez avec bébé. Donc, on est sur une injonction entre guillemets positive et on revient plutôt sur le développement psycho-affectif de l'enfant, de quoi a besoin l'enfant pour se développer. On n'est pas là pour faire de l'ingérence parentale et dire aux parents ce qu'ils doivent faire. Puis, de toute façon, si on va à la gare, à l'aéroport, en pharmacie, on a des écrans partout. Donc, le but n'est pas de faire culpabiliser, plutôt de prendre conscience qu'à un moment, l'enfant, pour se développer, il a besoin de développer sa vision latérale périphérique, de développer son langage, d'être en interaction avec des adultes, d'apprendre à faire la pince, de développer sa psychomotricité. Toutes ces petites choses-là qui sont vraiment extrêmement importantes en fait avant 3 ans. Et du coup, si on met trop de temps d'écran dans la vie d'un enfant, bah, ce sera au détriment de ces interactions-là. Donc on ne peut pas dire que l'écran est dangereux en tant que tel et qu'il y aurait un lien de cause à effet qui créerait des troubles d'apprentissage par exemple ou autre. Par contre, si on ne parle pas avec son enfant, qu'on ne joue pas avec l'enfant, qu'on ne lui propose pas d'activités complémentaires ou diversifiées, et ben effectivement, ça va être dommageable pour les apprentissages. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Donc avant 3 ans, pas d'écran, ce n'est pas le bon message à donner. Par contre, on peut dire qu'avant 3 ans, on peut faire attention au type d'écran, au type de qualité de contenu surtout. On n'est peut-être pas obligé de faire manger les enfants devant des dessins animés parce que ça n'a pas forcément toujours beaucoup de sens et puis qu'ils vont le réclamer à longueur de temps aussi. Par contre, un petit compte numérique en interaction avec les parents, des moments où on partage des choses, où c'est accompagné en collectif, ça ne fera pas de mal puisque justement, ce qu'il faut, c'est pousser les enfants à apprendre à parler. Donc surtout vraiment en collectif, accompagné, c'est surtout ça le message le plus fort et en réduisant quand même au maximum ce temps d'écran-là parce qu'on a plein d'autres choses à faire quand on est tout petit. Est-ce qu'on arrive à quantifier ce temps à partir du moment où on va parler de surexposition ? La surexposition, c'est un mot qui est employé par des personnes avec qui je suis très en désaccord et sur lesquelles il n'y a aucun consensus scientifique. La surexposition en tant que telle ne veut rien dire, puisque qui expose qui donc on consomme, en fait. Donc après, c'est vrai qu'il y a un âge où on peut se poser la question à quel moment on commence à consommer en étant acteur de ses choix. Est-ce que c'est les parents qui mettent devant la télé ou devant le petit écran, ou est-ce que c'est l'enfant qui consomme? Bon, beaucoup d'enfants sont demandeurs très très jeunes aussi. Donc cette notion de surexposition, elle veut un petit peu rien dire. C'est des mots qu'on emploie aussi pour nous faire peur, qui créent une espèce de panique morale. Voilà, gardons un petit peu de raison et de bon sens simplement. Revenons surtout vraiment sur le développement psycho-affectif de l'enfant, de quoi ils ont besoin pour grandir, pour se développer. Et à partir de là, on a déjà nos réponses en fait sur le temps entre guillemets d'écran maximum et sur ce qu'on doit faire ou pas. Et c'est vrai que ces discours de prévention, ils peuvent paraître aussi un peu contradictoires pour les parents qui ont du mal à se repérer. Et c'est vrai que la question de la surexposition, même si vous en parlez en la déconstruisant en quelque sorte pour vous poser sur la vraie question qui finalement est la parentalité. Et comment... Quels conseils vous donneriez aussi aux parents pour faire la part des choses entre ce qui relève de leur parentalité et de la question du numérique? Parce que c'est ça qui est en fait difficile. On attribue au numérique tous les maux en disant voilà, c'est les écrans qui en eux-mêmes produisent des difficultés relationnelles au sein des familles, interfèrent dans les relations. J'aimerais bien avoir voilà, votre point de vue sur cette question de comment justement faire le tri entre ces messages contradictoires et comment aussi, double question, faire la part des choses entre ce qui relève du numérique et de la parentalité. Alors, peut-être qu'en termes de parentalité, j'insiste, il ne faut pas qu'on fasse d'ingérence dans la vie des parents. Chacun doit prendre ses propres décisions. On choisit au quotidien à quel type de DVD, de Blu-ray, de vêtements, à quel type de nourriture on va mettre entre les mains des enfants. Donc peut-être déjà, prenons aussi ce temps et ce recul-là. Ce n'est pas de la perte de temps d'aller chercher ce qui va être bon pour ses enfants. Donc beaucoup de parents sont démunis, inquiets et se disent j'ai une telle offre autour de moi que je ne sais pas aussi quoi leur mettre entre les mains. Perdons ce temps-là, vraiment perdons ce temps parce que c'est absolument nécessaire dans l'accompagnement pour trouver aussi des contenus qui vont être intéressants et qu'on arrive à être tous d'accord. Parce que chaque famille a des valeurs aussi différentes, chacun a envie de transmettre des choses différentes. Donc si on se préoccupe déjà à la racine en fait du type de contenu, du type de support et d'en discuter tout simplement, déjà on a une grosse part du travail qui est faite. Moi vraiment le gros conseil que je peux donner c'est de dialoguer avec ses enfants, d'en discuter aussi tous ensemble, de voir tiens les petits conseils, comment toi tu as réussi à te débrouiller
débrouiller. On peut faire des pactes de confiance aussi avec ses enfants, on peut signer des chartes, des contrats, peu importe. Après, chacun est libre d'arriver à trouver ses propres règles. Mais c'est vrai qu'en termes de parentalité, ce qui est compliqué avec le numérique, c'est que c'est quelque chose avec lequel les parents n'ont pas été éduqués eux-mêmes, qu'ils n'ont pas forcément les bonnes règles comme ça, et puis qu'on entend absolument tout et son contraire. Du coup, on est vite angoissé. On se dit, pour protéger son enfant, va falloir qu'on leur interdise à minima. De l'autre côté, on voit bien que avec la pression sociale, etc., si on ne les met pas à minima devant des écrans de l'autre côté, peut-être qu'ils vont rater leur vie sociale, leur vie scolaire. Donc il y a cette espèce d'injonction aussi permanente qui est assez compliquée dans la vie des familles. Mais il y a beaucoup d'injonctions très différentes. Donc comment différencier après ce qui est le numérique de la parentalité? Je ne saurais pas forcément comment répondre là tout de suite à cette question, mais je dirais surtout prenons ce temps de réfléchir à ce qui peut être bon pour nous en famille tout court, et ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon il n'y a pas de mode d'emploi pour toutes les familles. Malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi. Souvent, je dis aux parents, dans le carnet de santé, il n'y a pas écrit combien de kilos de carottes maximum il faut donner par jour à ses enfants pour qu'ils ne deviennent pas oranges. Et pourtant, il y a un certain nombre de réflexes logiques que l'on a naturellement. Donc peut-être ne nous centrons pas sur toutes ces choses qui nous angoissent, mais allons voir peut-être ce qui peut être simplement bénéfique et qui peut permettre du lien dans la famille. Et puis souvent, les écrans sont là aussi pour acheter la paix sociale. Donc on a cette espèce de paradoxe où on va acheter des écrans aux enfants tout en étant en effet boomerang derrière, angoissé parce qu'ils pourraient faire des mauvaises rencontres ou avoir des excès ou autres. Et de l'autre côté, c'est quand même les parents qui les ont achetés au départ sans forcément poser le cadre et la limite. Et puis on est bien content à certains moments qu'ils nous fichent la paix, les enfants. Donc de l'autre côté, quand on a posé un cadre et que l'enfant voit bien que derrière, comme ça nous a bien arrangé, on va tirer un peu sur la corde, faire un petit caprice et puis ça va passer. La fois d'après, bien sûr qu'on va monter un peu plus dans les tours. Et puis l'enfant, à la fin, gagne. Donc il y a peut-être aussi un conseil, restons fermes. Si on pose une règle, restons fermes, tenons-la, même si c'est difficile, parce qu'à un moment, les enfants ne peuvent pas au quotidien vous dire « je t'aime ». Il y a des moments où ils vont vous dire « je vous déteste »,« je te déteste ». Et moi, je dis aux parents, félicitez-les. Là, c'est le moment où vous êtes un bon parent. Quand on vous dit « je te déteste », c'est que vous avez atteint quelque chose dans votre parentalité. Il faut mettre des limites aussi, c'est comme ça qu'on se construit. Alors justement, sur ces limites, on va changer de sujet. On peut parler des réseaux sociaux, qui sont omniprésents aussi dans nos vies d'adultes, mais aussi dans la vie des enfants et des adolescents. Il y a de très belles choses qui s'y passent sur les réseaux sociaux, aussi des moins belles choses. Une question toute simple, mais qui se pose très rapidement finalement aux parents. À partir de quel âge on peut laisser son enfant aller sur les réseaux sociaux, avoir son propre compte? Alors, je risque d'avoir des problèmes. Parlez en toute sécurité. Ici, vous n'aurez pas de problème. Officiellement, les réseaux sociaux, c'est pas avant 13 ans. Selon les règles américaines, la loi américaine, parce qu'on n'a pas le droit de revendre les données personnelles avant 13 ans. Bon, ça, c'est quand même important de juste le rappeler. En France, on a la majorité numérique qui est fixée à 15 ans. C'est ce que personne ne sait, parce qu'on est censé demander un consentement parental entre 13 et 15 ans. Bon, ça, effectivement, personne ne tient ces règles-là. Les enfants, de toute façon, contournent, marquent un autre âge, donc personne ne vient vérifier. Bon. La plupart des enfants aujourd'hui sont déjà sur les réseaux sociaux à 8, 9, 10 ans. Donc la question pour moi n'est pas à partir de quel âge je pourrais préconiser qu'on soit sur les réseaux, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est plutôt comment on va accompagner ces premiers mouvements-là pour qu'ils puissent aller surfer en toute sécurité. Peut-être tout simplement, on peut aussi accompagner les enfants dès le plus jeune âge sur les réseaux, à partir de ses propres réseaux à soi, pour leur montrer comment on s'y prend, comment on publie, comment on commente, comment on reçoit des likes, etc. Peut-être le droit à l'image, le droit à la vie privée, respecter les autres. Et pour moi, c'est peut-être ça l'accompagnement qui est nécessaire avec les réseaux sociaux. C'est pas tant de se dire à quel âge je les mets, je leur autorise cet accès-là. C'est plutôt comment, dès le plus jeune âge, je leur apprends à être un petit citoyen tout court et à continuer à exercer cette citoyenneté-là sur les réseaux en le faisant bien. Et ça commence aussi éventuellement par ne pas poster des photos de ses enfants sans leur demander leur propre consentement, puisqu'après, sinon, dès qu'ils ont leur portable et leur propre réseau sociaux, eux-mêmes, ils ne vont pas appliquer les règles du respect du droit à l'image ou du respect de l'autre. Donc peut-être il y a tout ça aussi qu'il va falloir qu'on arrive à réfléchir sociétalement, tout en accompagnant surtout avec des bons contenus.
J'insiste là-dessus. Perdons ce temps-là. Si on ne veut pas qu'ils aillent sur n'importe quel type de contenu, il faut aussi peut-être leur proposer, avoir des bibliothèques et de ressources numériques nous-mêmes, leur proposer des bons contenus sur TikTok, des bons contenus sur Instagram qui pourront leur permettre de grandir, de découvrir des choses, de se cultiver, d'aller vers l'art, etc. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas empêcher qu'ils aillent peut-être sur d'autres types de contenus qui nous embêtent, mais je pense que les fondamentaux, c'est aussi de leur montrer la voie au départ. Alors là, on est sur Facebook, c'est un réseau social de vieux. Oui. Donc on espère qu'il y a beaucoup de parents qui sont connectés et qui nous regardent. Mais qu'est-ce que vous diriez à un parent qui se sent vraiment démuni face à ces nouveaux réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, qui ne comprend pas cet environnement et qui a quand même envie d'accompagner son ado sur ces nouveaux environnements? Prenons le temps. Ça revient toujours à cette question-là. Il faut absolument qu'on prenne ce temps. Parlons déjà avec les enfants. Le but n'est pas d'être intrusif. Tout dépend de quel âge on est en train de parler. On ne va pas être intrusif. À partir de 12-13 ans, ça devient plus compliqué. Il faut que l'enfant ait quand même son jardin intime, qu'il puisse s'émanciper, s'autonomiser, qu'on leur apprenne à grandir voilà, tout seul. Mais c'est extrêmement important qu'on puisse dialoguer autour de tout ça. Éventuellement que les enfants puissent nous montrer un petit peu, parce qu'on n'y comprend rien. Bon, l'enfant va, lui, avoir avec toute sa technicité, la capacité de nous montrer des fonctionnalités, de nous montrer ce qu'on ne comprend pas, et de les regarder simplement naviguer va permettre déjà de poser un cadre autrement, parce qu'on a le fantasme de ce à quoi ils pourraient être confrontés, et puis il y a la réalité, comment ils bannissent, comment ils signalent, comment ils se comportent, puis finalement peut-être qu'ils font des choses très très bien qu'on n'avait pas soupçonné du tout, plein de créativité, et peut-être qu'en fait ils ont des comportements qui finalement nous font bien plus peur que ce qu'on aurait pu imaginer, et du coup c'est en se confrontant au réel, en étant vraiment côte à côte avec les enfants qu'on va pouvoir s'en sortir. Et puis n'hésitez pas à vous faire former par les petits, les petits camarades, pas forcément toujours par votre enfant, parce que des fois c'est compliqué ce climat-là, mais l'intergénérationnel est quelque chose dont on a particulièrement besoin. Aujourd'hui, les adultes ont peur, ils ne cliquent pas forcément toujours au bon endroit, où ils ont peur de casser le jouet. Les enfants cliquent partout. Déjà, quand on se met ensemble, ça permet d'une part d'avoir l'esprit critique et puis l'accompagnement qui est nécessaire, le collectif, l'intergénérationnel, réduire ses fossés, et puis de l'autre côté, gagner en technicité, parce qu'on apprend comment on clique sur les boutons de l'autre. Alors justement, dans les premières questions qui arrivent en direct, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en direct en commentaire. Il y a Armel, pour revenir sur les contenus intéressants vers lesquels on pourrait aiguiller nos enfants, plutôt sur les enfants en bas âge qui demandent quel programme vous conseillez pour des jeunes enfants. Quel programme? Alors, pour le coup, moi, je travaille beaucoup avec La Souris Grise, qui sélectionne des très bonnes applications pour les enfants. Donc, ça peut être un site de référence avant 12 ans pour pouvoir trouver des applications selon soit des thématiques, soit des supports, soit on peut trouver des applications qui sont gratuites, payantes, qui vont être de qualité. C'est peut-être une des clés, c'est vraiment d'aller chercher des bons contenus. Alors, c'est pas forcément la télé, c'est pas forcément les dessins animés qui vont passer à la télé, en tout cas certainement pas quand il y a des publicités. Les vidéos YouTube à la chaîne, ça, il faut le proscrire pour le coup. Tout ce qui est lecture automatique par défaut, moi, je conseille absolument qu'on enlève les lectures automatiques par défaut. Quand un contenu s'arrête, qu'il s'arrête. Il faut qu'on apprenne à débuter, mais qu'on apprenne à terminer aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans la parentalité. C'est pas tant l'écran, c'est comment on apprend à ritualiser la fin, tout comme on ferme le coffre de jouets et qu'on accompagne l'enfant dans la fin de son histoire quand il est en train de jouer dans le monde tangible. Avec les écrans, c'est pareil. On ne peut pas leur dire dans 5 minutes, c'est terminé. Il faut aussi accompagner ça, discuter avec eux de ce qui est en train de se passer. Et en termes de contenu, vraiment, je vous conseille La Souris Grise, mais il existe plein de petites applications faites par des auteurs jeunesse, comme Hervé Tullier, par exemple. Il y a un jeu, un livre, et il y a beaucoup de contenu comme ça, les éditions volumiques aussi, qui font des choses extraordinaires sur tablette, avec des petits personnages que l'on peut bouger sur l'écran et qui permettent d'allier la psychomotricité, le tangible, avec quelque chose qui se passe sur l'écran. Mais c'est vraiment dans l'interaction avec l'adulte que tout va se passer, même si on a un contenu qui n'est pas très qualitatif. Du moment que l'adulte met des mots avec et permet à l'enfant de verbaliser, c'est ça qui va être le plus important. Et si on n'a pas le temps, dans ce cas-là, des contenus qui sont un peu pastels, très lents, sur lesquels il ne se passe pas grand-chose, parce que ce qui n'est pas bon pour un enfant, c'est tout ce qui va être excitant, plein de couleurs très vives, avec plein de personnages qui parlent en même temps. Le cerveau de l'enfant ne peut pas comprendre tous ces éléments. Alors, il y a Jennifer qui nous pose une question qui va dans ce sens-là. Comment concrètement accompagner mon enfant de bientôt 4 ans face aux écrans? Il est très demandeur de la télé, mais aussi du téléphone.
Alors moi, je ne dis pas face aux écrans, je dis avec les écrans. Alors, les télévisions, bien sûr, ils sont demandeurs, et puis ils sont demandeurs d'écran tout comme nous, parce qu'ils nous voient bien à longueur de journée en train de caresser nos téléphones. On en prend soin, c'est la 8e merveille du monde. Hein, donc, ils veulent faire absolument comme nous, les enfants. Donc, il y a un mimétisme. La télévision, c'est quand même dans nos foyers depuis 50 ans. On a pris l'habitude de tourner tous nos meubles face à la télévision. Donc, c'est quelque chose qui est institué. Les enfants veulent faire comme nous. Ils voient bien qu'on y prend du plaisir, que ça a l'air quand même plutôt sympathique. Et il y a du plaisir aussi. C'est plutôt sympathique ce qui s'y passe à certains moments, ça dépend à quelle heure. Surtout par contre, le journal de 20 h, etc., ça, moi je vous conseille d'éviter pour le coup en famille, et puis d'éviter surtout avec les enfants. Après, la télévision, ils peuvent à certains moments demander, c'est pas grave, c'est pas ça qui va tuer le cerveau de l'enfant, 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là. Par contre, sur un petit enfant de 4 ans, 20 minutes, une demi-heure, et puis on arrête, puis on en parle, et puis on fait verbaliser l'enfant de ce qu'il a vu sur les images. Si on n'a pas le temps d'être là à côté de l'enfant, faites-le parler pendant que vous êtes en train de faire vos corvées ou autres, qui vous raconte un peu ce qu'il a vu, que vous mettiez en mots peut-être aussi autre chose. C'est vraiment cet accompagnement-là qui est le plus crucial en fait. Et on a une question un peu plus large de Talina qui nous demande « Que pensez-vous surtout des téléphones portables ?» J'imagine que c'est les téléphones portables qui sont donnés de plus en plus tôt aussi aux enfants, à l'école. Alors, ça dépend à quel âge, voilà. Alors, aujourd'hui, la moyenne, elle est à 9,9 ans, l'accès du premier téléphone portable. Donc, on est maintenant largement en dessous de l'entrée en 6e. Avant, on achetait à l'entrée en 6e parce que l'enfant partait plus loin à l'école, on avait besoin de l'appeler. Puis, on savait très bien que quand on l'appelait, en fait, il ne répondait pas et on se disait, il est mort. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus tôt. Donc, ça crée toujours cette espèce d'injonction paradoxale, comme je le disais. Qu'est-ce que j'en pense? On n'est pas obligé d'acheter un smartphone. On peut aussi acheter une petite brique sur laquelle il n'y a pas d'accès à Internet. Si pour l'instant on n'est pas encore prêt, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde non plus. Juste pour téléphoner. Voilà, si on sent le besoin de kipper son enfant pour qu'il puisse nous joindre ou qu'on puisse le joindre, pourquoi pas acheter aussi quelque chose qui ne soit pas en accès Internet. On a aussi le choix. Après, ce que j'en pense, c'est que ça peut être très utile aussi, que c'est encore une fois une porte ouverte aussi sur le monde. Tout dépend de quel âge on parle, mais le maintien du lien, c'est extrêmement important. Et puis, même à 10 ans, par exemple, comme vous disiez, 9,9 ans, même à 10 ans Alors, d'une manière limitée, on va pouvoir enlever éventuellement le portable le soir, passer une certaine heure. On peut même jouer à ce jeu tous en famille, de cacher le portable au bout d'une certaine heure. À 10 ans, on n'est pas forcément obligé d'être équipé jusqu'au bout de la nuit. Ce qui se pose surtout comme problématique, c'est quand ils sont ados et que là, on peut plus difficilement être intrusif et leur voler leur portable la nuit. Et donc là, on est sur d'autres types de difficultés, plutôt pour le coucher, pour le sommeil. Mais quand ils sont petits, ce qui est important, c'est que ce soit les parents qui soient les référents éducatifs et pas l'enfant. Et peut-être que c'est ça le conseil à donner, c'est pas à l'enfant, alors que ce soit pour l'histoire de la télévision, du smartphone chez les petits de 4 ans ou la question du téléphone tout court, c'est pas aux enfants de décider. C'est aux parents de décider, de mettre une limite, de mettre un cadre. Donc l'enfant, il va crier, oui, mais comme quand on va au supermarché et qu'on a les bonbons avant la caisse, et on a tous à un moment été confrontés à ce type de problème-là. Ça s'appelle aussi poser un cadre des limites, et c'est comme ça que l'enfant se construit. Je rappelle, c'est bénéfique pour l'enfant aussi. Donc ok, il veut faire une crise et du conflit, mais peut-être que vous allez vous éviter d'autres types de conflits après, parce que céder, c'est aussi prendre le risque que derrière, on cède systématiquement. Alors une autre question d'Élodie qui nous demande votre avis sur les vidéos musicales pour les enfants. Sous-entendu, est-ce que ça serait mieux qu'un dessin animé ou je la comprends comme ça. Les petits contes sur lesquels on peut chanter. Mais sous forme de vidéo aussi. Voilà. Ça me faisait plus penser à TikTok, mais c'est peut-être parce que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quelle peut être la question finale. La musique, après, c'est très bon pour les enfants. Après, le côté visuel plus musique, ça dépend à quel âge. Encore une fois, il y a des choses que le cerveau de l'enfant n'est pas forcément toujours prêt à comprendre. Donc, ça peut être bien des fois d'avoir peut-être que de la musique ou que du visuel. Et puis on peut même s'amuser à recréer quelque chose visuellement sur de la musique qu'on pourrait écouter et vice-versa et faire un jeu en famille. Dans tous les cas, peu importe encore une fois le type de contenu, ce qui est important, c'est que ce soit discuté et verbalisé en famille. Et ça, c'est vraiment le plus essentiel. J'insiste très largement dessus. Et on a Géraldine, plutôt sur la question des adolescents. C'est vrai que ça se complique en grandissant. Oui. Qui a 3 questions. Donc, on va commencer par la première. Quel temps d'écran préconisé pour un enfant de 13 ans sur son téléphone portable? Vous parliez justement de la nuit. Est-ce qu'il faut... comment à un moment donné on arrive à dire stop pour un ado de 13 ans? Alors,
la question, c'est le temps d'écran. Pour moi, ce n'est pas la question du temps qui va être importante, c'est la question de la qualité. C'est ce que je disais tout à l'heure un peu en préambule, mais je réinsiste aussi là-dessus. On est tout le temps centré sur le temps d'écran, parce qu'on va avoir notre temps d'écran hebdomadaire, notre temps d'écran. Bon, ce n'est pas forcément le plus important, cette question de temps d'écran. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que ce n'est pas bénéfique? Est-ce qu'il est en train de s'ouvrir au monde? Est-ce qu'il est en train de se cultiver? Est-ce qu'il est en train d'apprendre? Est-ce qu'il est en maintien du lien social? Comme nous, quand on prenait le téléphone fixe et qu'après on avait un hors forfait France Télécom et que nos parents disaient « mais qu'est-ce que tu as encore à leur raconter ?» tu as passé toute la journée avec eux. Bon, n'oublions pas qu'on était des ados, qu'on a été jeunes aussi et que ce n'était pas la même technologie, mais voilà. Donc, cette question du temps, elle n'a pas forcément de valeur absolue. Alors, je ne dis pas qu'on doit y passer 24 heures, je ne dis pas qu'il faut qu'on y passe des temps démesurés, mais ne nous centrons peut-être pas sur ce temps d'écran. Regardons si c'est profitable ou si ça ne l'est pas. Après, pour la question de la nuit, effectivement, 13 ans, c'est cette espèce de bascule où on devient vraiment adolescent. C'est plus compliqué de mettre des règles strictes. Il faut être un petit peu souple aussi, comprendre peut-être la subjectivité de l'enfant, sa pression sociale aussi. Et ce n'est pas forcément la question du temps qui va être problématique, mais la question de cette espèce d'effet communautaire, avoir besoin d'exister dans un groupe et du coup, jusqu'à pas d'heure, regarder les notifications, etc., pour ne pas se sentir exclu. Donc là, on est sur un enjeu qui est plus dans la construction adolescente que de la question de l'écran. Donc peut-être comprendre ce qui fait mal à l'enfant avant d'aller se coucher, pourquoi il se sent peut-être dans ce truc un peu dommageable de couper son écran et de plus être en lien avec ses copains, d'avoir peur de passer à côté d'une information entre guillemets essentielle à cet âge-là, etc. Pour peut-être poser un cadre qui sera plus pertinent ou en tout cas entendre la souffrance entre guillemets de l'enfant qui à un moment doit couper. Mais dans ce cas-là, moi ce que je conseille, c'est soit de mettre le portable en ne pas déranger pour qu'on n'ait pas... On peut quand même après avoir accès aux réseaux sociaux, etc. Si besoin, si nécessaire. Mais en tout cas, on ne l'entendra pas. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, notre cerveau, dès qu'on entend une notification, on se dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder. Donc déjà, mettre en silencieux à minima et ne pas voir les notifications, ça peut aussi rendre un grand service. Parce qu'on a quand même toujours tendance à prendre le portable pour regarder l'heure. Et du coup, si on voit une notif, on dit « bah oui, mais il va falloir que j'aille cliquer ». Donc c'est plutôt ça qui met en difficulté, en fait, les adolescents passer une certaine heure. C'est ce côté vraiment social. Bon, en plus, après, il y a les jeux vidéo, mais on va peut-être revenir. C'est encore un autre enjeu. Juste une question complémentaire de Géraldine qui est intéressante. Faut-il éviter certaines applications installées sur le smartphone? Parce qu'on peut aussi, entre guillemets, contrôler ça sur le téléphone de ses enfants. Est-ce qu'il y a absolument des applications qu'il faut bannir, proscrire du téléphone portable d'un adolescent de 13 ans? Là, comme ça, je vois pas forcément ce qu'il faudra absolument proscrire. Encore une fois, tout dépend de la pratique qu'on en a. Hein. Moi, je suis vraiment sur cette notion de la pratique, le contenu. Est-ce que ces applications, elles nous servent juste à perdre du temps et est-ce que ce ne soit pas du tout constructif? Ou est-ce qu'on est sur un enjeu qui est de créativité, de quelque chose qui est positif dans la vie de l'enfant, voire même dans la vie de la famille? Parce que n'oublions pas aussi, pour revenir sur l'histoire des clips musicaux de tout à l'heure, on peut faire tout ça en famille. On peut mettre en collectif ces écrans. Et moi, mon grand conseil permanent, c'est de dire... Attention à ne pas avoir un usage individualiste en permanence. Ce qui pose problème dans les foyers aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait la télé qui rassemblait tout le monde et on était obligé d'en parler parce qu'on n'avait pas le choix et quelqu'un avait décidé de ce programme-là. Aujourd'hui, chacun a sa tablette, son écran, son usage et plus personne ne se raconte ce qu'il a vu, ses expériences. Et c'est ça qui est primordial, c'est mettre du collectif et discuter en famille de tout ça. Donc certains usages peuvent être délétères, certaines applis peuvent être vraiment très nulles et si on les prend en contre-pied, elles peuvent être très créatives et être profitables pour tout le monde en famille et en collectif. Et cette télévision qui nous rassemble et qui nous rassemble parfois autour de certaines tragédies, notamment la guerre en ce moment qui nous occupe énormément. Qu'est-ce que vous conseillerez aux parents qui eux-mêmes se sentent parfois très angoissés par cette actualité? Comment ne pas l'être? Comment accompagner au mieux nos enfants pour décrypter cette actualité quand nous-mêmes, on ne se sent pas forcément émotionnellement prêts à aborder cette question en famille, justement?
notamment? Alors peut-être éviter déjà de regarder le journal, encore une fois, hein, ou des chaînes d'information continues en présence des enfants sans leur expliquer ce qui se passe, parce qu'on voit beaucoup d'images qui sont quand même assez terrifiantes et qu'un enfant jeune n'est pas capable forcément de comprendre, surtout s'il n'y a pas de décryptage en plus, ou qu'il voit l'émotion des parents et l'angoisse des parents sur lesquels on ne met pas de mots. Peut-être pousser les parents à dire bah oui, je suis angoissée, le dire peut-être tout simplement, ou dire non, je ne sais pas ce qui va se passer, on va regarder ensemble pour aller s'informer. Peut-être dans cette démarche-là, d'être capable aussi de dire oui, ça m'a angoissée, parce que l'enfant le sait, l'enfant le voit. Et si on n'est pas forcément capable de prendre du recul émotionnellement tout de suite, déjà juste de poser ces mots-là, de dire tu as aussi le droit d'être angoissé, mais bon, t'inquiète pas, il faut quand même essayer de les rassurer, les enfants, de leur donner un minima de l'espoir, même si on ne sait pas trop vers quoi on va. Mais moi, je conseille surtout vraiment d'éviter les chaînes d'information continues et le journal du soir. Éviter d'être surpris, justement, par ces images violentes. Et quitte à y aller ensemble délibérément, mais en étant prévenus, en ayant peut-être fait une petite séance de réflexion au préalable. Voilà, mais peut-être pas se laisser happer par quelque chose qui arrive comme ça et qui fait effraction, parce que c'est cette effraction-là qui peut être un peu traumatique aussi. Puis surtout quand on est en train de manger, j'insiste sur ce journal au moment du repas, les enfants qui ne parlent pas avec les parents et qui subissent des images comme ça sans comprendre ce qui est raconté à l'écran, et pendant ce temps on ne parle pas parce qu'on est en train de manger, je trouve ça terrible. Donc peut-être soit on mange avant, soit on mange après, mais prendre ce temps, si on doit regarder les informations ensemble, de pouvoir simplement en discuter et mettre des mots dessus. Peu importe les mots. Hein. Et puis après, avec les enfants, plus ils sont petits, plus on essaie de mettre des mots simples, bien sûr, pour essayer peut-être de retraduire ce qui a été dit à la télé, et puis retraduire pour l'enfant. Ça peut peut-être aider nous-mêmes à prendre un peu de recul aussi sur ce qu'on en a perçu et compris, et sortir de cet enjeu du collage émotionnel pour remettre un peu de rationalisation ou d'intellectualisation. Et d'apaisement. Alors, il y a pas mal de questions sur les jeux vidéo qui arrivent aussi. Il y a Olga, par exemple, qui nous demande « Est-ce qu'un enfant de 10 ans peut devenir accro aux jeux dans le portable au même titre que des jeux vidéo, j'imagine, sur console ?» Alors, bon, moi, je ne parle pas d'accro. Je vous embête à chaque fois avec mes enjeux sémantiques. Hein. Ah ouais, mais vous avez raison. C'est le langage courant. On dit tous qu'on est accro à notre portable, à tout. Bon, attention quand même, hein, la définition de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne l'addiction aux jeux vidéo, sur laquelle il n'y a pas de consensus scientifique non plus, hein, je le rappelle, mine de rien, ce serait un désinvestissement massif de la vie sociale, affective, scolaire, etc., sur une durée d'au moins 12 mois. Donc ça ne concerne quasiment personne que l'on puisse connaître, si ce n'est des gens qui ont vraiment des comorbidités et qui, bon, petite parenthèse, moi dans ce cas-là, je parle d'excès ou de pratique excessive, parce qu'au moins on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la médicalisation ou la pathologisation, et ça permet déjà de remettre du dialogue. Parce que si on dit tu es accro, déjà le dialogue est fermé, il y en a un qui considère que lui ce qu'il fait c'est hyper intéressant, et l'adulte qui est souvent dans le jugement, parce qu'on considère que ce que les enfants font est débile, ou c'est inintéressant, qu'ils perdent leur temps, sauf que souvent les gamins sont connectés avec d'autres de leurs camarades, ils sont dans le maintien du lien social aussi, c'est très bon pour le cerveau, hein, en termes d'entraînement cognitif et cérébral aussi, les jeux vidéo. Donc, bon, c'est pas forcément toujours si négatif que ça. Et je me rappelle plus du coup de la question. Alors, à 10 ans. Ouais, est-ce qu'à 10 ans, on peut devenir accro aux jeux sur le téléphone portable au même titre que des jeux vidéo sur console? Oui, alors pareil, bon, sur le téléphone portable, on peut avoir des outils qui sont connectés, interconnectés, hein, comme Clash Royale, Clash of Clans, sur lesquels les enfants de cet âge-là sont souvent aussi, voilà, assez, qui sont prisés par les enfants. Ça change rien, hein, peu importe le support, encore une fois, pour le coup, c'est de la pratique qui va donner le là, on va dire. Mais est-ce que les jeux en ligne où on peut discuter avec ses amis, se retrouver, etc., ça crée pas aussi... On peut considérer que certains jeux vidéo sont maintenant comme des réseaux sociaux aussi, hein, parce qu'il y a l'enjeu de la sociabilité autour de ces jeux en ligne. Alors, on est sur, encore une fois, un paradoxe. D'un côté, ça aide à la socialisation parce qu'on retrouve ses copains, et au lieu d'être sur les réseaux sociaux ou au lieu d'être au téléphone comme nous jadis, voilà, on va se retrouver sur Fortnite, par exemple, ou Minecraft ou
autre avec ce réseau social-là. Mais de l'autre côté, avec cette pression sociale, et ben, du coup, ça va pousser aussi potentiellement les gamins à aller y passer plus de temps. Ou en tout cas, les parents vont y voir un temps d'écran supplémentaire, là où finalement, on est juste en train de papoter avec les copains, voire même d'être créatif, de refaire le monde, voire même de parler des devoirs. Sait-on jamais, ça pourrait arriver. Donc voilà. Donc, moi, je préfère en tout cas qu'un enfant soit connecté sur un jeu en ligne qui permet d'être dans une expérience sociale participative, plutôt que quand on cherche à s'affronter face à une intelligence artificielle où on va essayer de faire du point, peut-être de manière un peu répétitive et compulsive. Mais voilà, tout dépend après du jeu dont on est en train de parler. La meilleure des réponses après, c'est de discuter avec son enfant pour voir si à un moment l'enfant se sent un peu dans l'obligation sociale d'aller jouer à tel ou tel jeu et qu'en fait finalement il ne prend pas tant de plaisir que ça, ou si finalement pour lui c'est bénéfique et qu'en fait on n'a juste pas vu que ça lui apportait plein d'autres choses. Parce que qui dit jeu vidéo dit aussi souvent qu'on va regarder des parties de jeux vidéo sur Twitch, une sorte d'équivalent de YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, pour progresser, ou simplement comme un match de foot. Ouais, voilà. On va regarder ensemble sur Twitch. Alors souvent les parents disent, mais attends, déjà ils passent des heures sur ces jeux vidéo et en plus ils regardent des vidéos des gens. Les jeux vidéo, c'est absurde. Ça questionne. Et pendant ce temps-là, on se repose en même temps, on passe un moment tous ensemble en lien social aussi. Et puis n'oublions pas que beaucoup d'enfants en fait ont des chaînes YouTube, des chaînes Twitch et que les parents ne le savent pas forcément. Et qu'en fait ils créent du contenu, ils partagent avec les codes sociaux, ils font du montage photo, du montage audiovisuel. Et tout ça, c'est plein de compétences techniques aussi qui sont extrêmement importantes à valoriser. Donc peut-être qu'au lieu de dire le temps d'écran, on peut se dire, tiens, est-ce qu'en fait il est en train d'apprendre des choses pour ses futurs métiers de demain? Est-ce que ça ne va pas être finalement positif? Et est-ce qu'on peut tendre un fil, un levier éducatif à partir de ça? Parce que ça peut être aussi une orientation professionnelle. On peut aussi pousser les jeunes à peut-être retrouver un projet un peu plus structuré grâce aux écrans. Il y a Tanina qui pose une question sur les applications de contrôle parental. Elle a installé Family Link sur son téléphone pour gérer le temps d'écran de jeu de ses enfants. Que pensez-vous de cette application ? Alors, cette application-là, je ne la connais pas spécifiquement. Ou du contrôle parental, voilà, plus généralement. Voilà, j'allais y venir. Le contrôle parental, moi, je ne suis pas forcément pour, parce qu'en général, en fait, on a tendance à considérer que c'est l'outil qui va venir éduquer les enfants à notre place. Je suis peut-être un petit peu pour jusqu'à 10 ans. 8 ans, 10 ans, au moment où les enfants sont petits et qu'ils ont vraiment besoin d'être protégés quand même d'un certain nombre de contenus et on ne peut pas toujours être derrière eux. Moi, mon idéal, c'est d'être tout le temps là et de pouvoir accompagner et de protéger. Mais bon, soyons réalistes, lucides. On n'a pas forcément sur le temps ni l'envie. Donc, bon, dans ce cas-là, le contrôle parental, pourquoi pas? Mais à partir de 10 ans, 12 ans, je pense que ce qu'il faut, c'est que les enfants soient aussi confrontés à la réalité et qu'ils apprennent à s'autoréguler. Si c'est toujours une machine qui vous coupe votre jeu, le jour où vous partez en week-end, vous leur avez jamais appris à s'arrêter tout seul, et dans ce cas-là, ils vont rester 26 heures connectés sur leur jeu parce que personne n'est venu les chercher par la peau par la capuche ou l'outil qui a coupé. Donc l'outil ne peut pas se substituer à l'humain et aux valeurs éducatives. Donc c'est vraiment dans le dialogue, encore une fois. Moi, je préfère qu'on fasse une charte ou qu'on mette des minuteurs et qu'on aide l'enfant à aller s'arrêter et qu'on prenne ce temps-là, même si ça peut être un peu conflictuel, plutôt que le contrôle parental passé un certain âge. Voilà, mais après, c'est mon avis. Et encore une fois, le fait que l'application coupe au bout de X temps, est-ce qu'on a passé, par exemple, je ne sais pas, 1 heure sur Instagram à regarder des stories débiles qui nous vendent des contenus sponsorisés, déguisés, avec tout un tas de choses qui derrière sont des fumisteries et auquel cas on aurait vraiment besoin que l'adulte vienne expliquer les modèles économiques, etc. Ou est-ce qu'on a passé 1 heure sur Instagram à découvrir de la photographie un peu partout dans le monde, des choses qui sont juste formidables, des do-it-yourself, des tutoriels pour apprendre à fabriquer des choses. Bon, et du coup, auquel cas, c'est dommage de couper au bout d'1 heure, mais il y a un cas où, oui, si, on aurait peut-être pu couper au bout de 5 minutes, en fait. Avant, et il y a un cas où peut-être que ces 2 heures-là peuvent être aussi profitables. Voilà. Non, c'était justement sur ce développement de l'esprit critique, créatif, où les parents ont vraiment un rôle primordial à jouer. Je crois que c'est, voilà, enfin, on a bien compris le message, mais je trouve que sur ces usages, justement, entre les usages prescrits et ceux qu'on peut développer et où on peut aussi, en quelque sorte, un peu hacker le système, on a aussi notre rôle en tant que parents pour accompagner nos ados. À quel système, j'aime bien. Alors justement, il y a une question d'Olivier, qui est un papa, c'est la première question de papa, on le remercie. Merci Olivier. Voilà, merci Olivier, qui demande si on peut restreindre
complètement les accès aux réseaux sociaux pour les adolescents sans qu'ils soient marginalisés. Vous en parlez justement de l'appartenance à un groupe, la socialisation à travers du coup, les écrans, peu importe le type d'écran. Est-ce que c'est une bonne solution de couper cet accès, mais peut-être avec le danger qu'ils soient marginalisés dans leur groupe, dans leur classe, dans leur établissement scolaire? C'est un peu compliqué, sachant qu'aujourd'hui, à partir de la 6e, on crée des groupes WhatsApp d'école, en fait, de classe, pour même l'entraide pour les devoirs, qui a oublié quoi. Bon, donc, c'est un petit peu compliqué. Après, bon, chacun prend aussi ses responsabilités et chacun doit faire comme il le sent. Hein, le tout, après, c'est d'expliquer de manière très argumentée aussi auprès des enfants, comme, voilà, il y a plein de choses. Heureusement, tout le monde ne fait pas... n'applique pas les mêmes règles éducatives. Hein. Chacun est libre derrière, mais il y a quand même effectivement ce risque. Tout dépend de quel âge l'enfant. Ah, il n'a pas précisé. Il dit pour les adolescents. Pour l'adolescence, si on prend vraiment à partir de 13, 14, 15, 16 ans, bon, c'est compliqué quand même de les empêcher tout court d'être sur les réseaux. Après, peut-être que si ça correspond aux valeurs de la famille, l'enfant n'aura pas forcément envie non plus parce qu'il est en contre-pied. Il y a des enfants qui ne veulent pas être équipés de smartphones, qui ne veulent pas... voilà, il y a un retour aussi. Certains se déconnectent, ils en ont marre de se sentir un peu déprimés. Voilà, donc pourquoi pas, du moment qu'on a le SMS au pire pour communiquer avec les copains. Mais bon, c'est vrai qu'au moins juste WhatsApp, déjà, c'est quand même assez important, même pour les groupes familles. On a vu depuis le confinement, il n'y a jamais eu autant de groupes qui nous ont d'ailleurs rendus dingues à certains moments. Mais ça, c'est une autre affaire. Continuer même après le confinement, du coup. Alors, il y a Julie qui dit « Trop d'écrans rendent les enfants plus agressifs et moins concentrés, même si les programmes sont adaptés à leurs âges et s'ils font du sport. Que leur préconiser pour évacuer cette tension ?» Alors, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Ils sont plus agressifs? Non, enfin... Ça, c'est une impression aussi qu'on peut avoir. Hein. C'est sûr que quand on est sédentaire et qu'on est collé à son téléphone, on n'est pas en train de se défouler dans la vraie vie. Moi, je pousse quand même à ce qu'on fasse de l'activité physique, qu'on fasse du sport, que toutes les activités soient en complément. Voilà, la diversité, quoi. Des activités qui importent. Diversifier, et puis dans la temporalité aussi. Hein. Maximum 2 heures sur l'écran pour les yeux, pour la posture du corps, pour juste notre cerveau, pour l'exercice physique, puis pendant ce temps-là, on peut faire un peu de lecture, après refaire un peu d'écran, écouter un peu de musique, faire un peu ses devoirs, aller courir un peu dehors. Bon, et du moment qu'on alterne sur une journée et que l'équilibre se trouve bien respecté, normalement, on n'est pas censé être confronté à ce qui est dit. En tout cas, l'agressivité, ça dépend vraiment sur quoi. Si on parle d'un jeu vidéo, le jeu vidéo a tendance à effectivement nous mettre dans une tension, une excitation cardiaque, mais même le but, si on fait un jeu de scoring, par exemple, comme Tetris, je donne un exemple bête que tout le monde connaît, ça s'accélère en fait au fur et à mesure. Un moment, bon, mais tension. Comme on risque de perdre, en fait, on a une tension. Bon, donc il y a de l'adrénaline et du coup, elle met 15 minutes à peu près à se dissoudre. Mais pendant ces 15 minutes, comme on n'est pas en train de se défouler dehors, bon, on peut avoir un peu d'agressivité entre guillemets, mais elle descend assez vite cette agressivité-là. Et si elle a de l'agressivité tout court, peut-être que ça vaut le coup de chercher ce qui est en train de se passer, parce que si on prend par exemple les enfants qui sont hyperactifs, qui ont des troubles du développement, les enfants qui ont un spectre autistique, etc., ont plus de tendance à aller se scotcher aux écrans, par exemple, et qui peuvent avoir plus d'agressivité quand on leur enlève, parce qu'ils se sentent très à l'aise avec ces écrans qui ne sont pas des humains, qui ne leur demandent pas d'émotion, qui vont à la vitesse de leur cerveau aussi. Donc ça peut être, à l'inverse, des fois, des signaux qui peuvent nous dire peut-être qu'il faudrait aller consulter. Si en tout cas on a un doute, peu importe sur les excès, etc., n'hésitez pas à aller consulter aussi, pas forcément en addicto pour des excès ou de l'addiction, mais à les consulter, parce qu'à un moment, si on se sent un peu coincé ou qu'on voit qu'il y a un malaise quelque part, c'est en tout cas un très bon... c'est l'arbre qui cache la forêt très souvent, l'écran, peu importe sur quelle pathologie, entre guillemets, donc ça peut aussi des fois être des alertes qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Ou ça peut être aussi des enfants précoces au potentiel qui ne sont pas encore diagnostiqués et qui ne se sentent pas en harmonie avec la fratrie, avec les camarades de classe, etc. Donc n'oublions pas aussi que l'écran, c'est une manifestation extérieure en fait, que l'on voit à l'extérieur, mais de nos conflits intérieurs. Alors justement, une autre Virginie qui nous pose une question sur la verbalisation. Comment expliquer à un enfant de 6 ans que trop de télévision peut ne pas être bon pour lui? Est-ce
que vous parliez des 2 heures, donc à un moment donné, il faut bien dire, et ça se termine, les 2 heures sont passées. Comment l'expliquer en fait à un enfant de 6 ans? 2 heures de télé à 6 ans, on n'est pas obligé. Hein. Bon, alors peut-être moins, mais voilà. Voilà, non, mais je le dis quand même. Une fois qu'on arrive sur peu importe le système, si on a mis la minuterie, une fois qu'on arrive au temps, à la limite du temps autorisé. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont très profitables à 6 ans, voilà, que de regarder la télévision. Comment leur expliquer? Alors ça peut être après, il y a des applications aussi de déconnexion, entre guillemets. Alors, moi je suis assez contre ces côtés de déconnexion, mais qui peuvent nous permettre d'avoir des arbres qui grandissent et juste de se rendre compte que là, voilà, on a réussi à être entre guillemets déconnecté pendant une demi-heure, pendant 1 heure. Ça peut aussi nous servir, avoir des minuteurs ou des choses comme ça, pour nous rappeler juste que le temps passe. Avec des petits-enfants, le sablier, ça marche très très bien. Entre 0 et 6 ans, les petits sabliers bleus pour 10 minutes, verts pour une demi-heure, enfin je dis un peu au pif comme ça. Ça peut aussi être très bien de simplement se rendre compte que le temps coule, de conscientiser le temps. Nous-mêmes, avec le numérique, le rapport au temps est très distordu. On passe toujours plus de temps sur l'écran que ce qu'on avait pensé. Du coup, l'enfant, on ne peut pas lui dire dans 5 minutes, c'est fini. Il ne va pas comprendre ce rapport au temps. Donc, on peut, voilà, les minuteurs, une sonnerie, quelque chose sur le téléphone qui vient simplement nous signifier que le temps passe avant que ce soit la deadline finale, voilà, ou les petits sabliers pour les enfants. Juste prendre conscience du temps déjà. Et sur les jeux vidéo, puisque ces nouveaux jeux vidéo parfois n'ont pas de limite, comment arrêter sans frustrer l'enfant qui peut être en plein milieu d'une partie, si on a mis un temps dédié, bon, ça peut mal tomber. Comment faire sur cette question précise des jeux vidéo? Alors c'est assez rare qu'ils n'aient pas de limite. Hein, si on prend un jeu comme World of Warcraft, qui est dans un monde persistant, mais c'est joué par des vieux en fait. Hein, donc c'est pas, la question ne se pose pas pour les enfants. Les enfants, on est plus sur des jeux comme Fortnite, etc., qui ont une durée de vie, une durée de jeu entre 15 et 30 minutes si on est très très bon. Voilà. Moi, vraiment, je réinsiste sur ma charte familiale ou mon contrat de confiance, qui est vraiment pour moi très important. Si on se dit tous les soirs on mange à 19h parce que je t'aime et que je veux manger avec toi tous les soirs, bon, on a le droit d'énoncer ça comme ça déjà. Ça peut être important de le dire. C'est pas parce que je veux t'empêcher de jouer à tes jeux, c'est parce que je t'aime et je veux qu'on dialogue. Bon, on peut, voilà. Et dans ce cas-là, chacun met le portable aussi au centre de la table. Et puis c'est pas l'enfant n'a pas le droit de jouer, n'a pas le droit d'être sur Snapchat, mais les parents ont le droit d'être sur les mails, le WhatsApp avec les grands-parents et la télé. Donc montrer l'exemple pour ton parent. Montrons l'exemple, jouons ce jeu. Ça, c'est le vrai point. Et dialoguons tous ensemble. Déjà, ça c'est un point important. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Pardon. Non, mais c'est pas. Je m'en Sur les jeux vidéo qui sont sans fin. Comment mettre une fin à l'infini? Pas sans fin. Donc moi, souvent, le conseil que je donne, c'est si on se dit à 19h, on mange tous ensemble. Et bien, auquel cas, si l'enfant relance une partie à 18h30 et qu'il sait qu'il y en a pour 20-30 minutes, bon, bah, ok, il risque de tomber bon. Mais s'il relance une partie parce qu'il lui restait 10 minutes, c'est ton problème. C'est le contrat, voilà. C'est ton problème. On avait signé pour 19h, tu avais 10 minutes de rap, tu savais très bien que ta partie, tu ne l'aurais pas terminée. C'est ça aussi, autonomiser les enfants. On s'est tapé dans la main. On a dit, à 19h, pile, on mange ensemble, donc tu te débrouilles. Par contre, n'oublions pas aussi, si on a gagné, on a envie de rejouer. Si on a perdu, on a envie de rejouer. Donc, auquel cas, je préfère limite qu'on interdise, quand ils sont plus jeunes, qu'on leur interdise pendant la semaine les écrans le soir, si c'est pour avoir des conflits tous les jours et que ça ne rentre pas dans la durée, plutôt que de les laisser jouer un peu et qu'ils ne puissent pas rejouer s'ils ont perdu ou rejouer s'ils ont gagné. Alors, anticipons simplement à quel jeu jouent vos enfants. Prenez bien en considération les particularités des jeux. Et si vous ne comprenez rien à ce jeu-là, regardez une vidéo ensemble avec votre enfant sur Twitch, sur YouTube. Prenez un peu la température. Qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux-là? Regardez pas les bandes annonces, mais allez regarder voilà, à quoi ça ressemble pour pouvoir aussi poser un cadre qui soit vraiment pertinent. J'ai regardé plein de vidéos Pokémon récemment. Mais pour revenir sur la question de l'exemplarité, et je sais qu'on en avait parlé en préparant cet échange, et je sais que vous invitez toujours les parents, avant toute chose, à tourner le miroir vers eux-mêmes et à engager une introspection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que pour moi, je pense que c'est vraiment la clé en fait, d'une réflexion sur la parentalité et la parentalité numérique. Alors, en fait, quand on regarde le temps d'écran des enfants, on est très très surpris puisqu'il est
très très moindre par rapport à notre temps d'écran à nous. On a tendance toute la journée à dire les enfants sont hyper connectés, au secours, cette société va devenir, cette génération va devenir débile, etc. Bon, regardons le temps d'écran qu'on passe chacun par jour et par semaine déjà. Et puis, bon, des fois, on ne fait pas des trucs hyper intéressants non plus. Hein. On a tendance à juger les enfants dans leur pratique, mais bon, quand on binge-watch une série sur Netflix ou qu'on regarde l'information continue pendant 2 heures de suite, alors que toutes les 15 minutes, en fait, c'est la même information qui revient. Ça peut poser question à certains moments. Donc effectivement, ne leur jetons pas forcément la pierre, regardons ce qui pour eux peut être positif, mais nous, regardons-nous effectivement dans le miroir, on ne donne pas le bon exemple aux enfants. Voilà, on y passe beaucoup de temps sur ces écrans, sauf que pour nous, tout ce qu'on fait est pertinent. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant, parce que pourquoi, pour l'enfant, ce ne serait pas sérieux et pertinent? Eux, ils sont connectés avec leurs copains, c'est très très important pour eux, ils sont sur leur jeu, ils veulent gagner, ils veulent performer, c'est très très important. Donc peut-être qu'on peut respecter aussi ce qu'ils y font pour justement pouvoir discuter, et en tout cas nous rendre compte que bon, bah, on est quand même, nous aussi, pris par ce rapport au temps distordu, qu'on passe plus de temps que prévu, qu'un article en entraînant un autre, on va y passer plus de temps, et du coup, l'enfant peut-être a le droit de faire pareil. Et c'est cette question, justement, enfin, ce que vous dites, c'est très important, parce que le plaisir, la flânerie, et en même temps, la prise de conscience du temps perdu face à des industries de captation de l'attention, et donc la nécessité, en tant que citoyen, même au-delà de la parentalité, de s'intéresser à la logique des algorithmes, la manière aussi dont notre attention est captée, et ça me semble aussi un élément important en termes d'éducation aux médias, à l'information tout au long de la vie. Oui. Mais oui, parce qu'on forme beaucoup les enfants en fait, à ces pratiques numériques, on les sensibilise, on fait beaucoup d'éducation aux médias. Mais bon, les plus complotistes, ceux qui font le plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est les adultes. Donc il faudrait qu'on forme beaucoup les adultes aussi. Donc effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des publicités déguisées, etc. sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. N'oublions pas que nous-mêmes, on n'est pas forcément très au fait de tout ça. Donc pour pouvoir vraiment accompagner correctement les enfants en termes d'éducation, il faut aussi perdre encore une fois ce temps. Et puis, on peut le faire ensemble. C'est du temps gagné. Exactement. On a plein de vidéos sur Internet qui peuvent nous permettre, tous ensemble, hein, enfants, parents, de regarder, bah, tiens, j'y comprends rien, cette histoire d'économie de l'attention, j'ai pas bien compris le biais cognitif sur lequel, là, on était en train de jouer pour me faire rester plus de temps, pour me faire gagner des points, pour le système de récompense, etc. Peut-être comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne pour nous-mêmes, déjà pas se faire piéger, et reprendre un peu la main sur l'éducation. Et est-ce que le numérique, c'est pas justement aussi dans l'enseignement, mais aussi en tant que parent, repenser cette posture de transmission du savoir et d'être plus dans une horizontalité et d'accepter aussi qu'on ne sait pas. Exactement. Et d'apprendre ensemble. Bah ça, c'est un point qui est compliqué et qui met en échec très souvent, mais il ne faut pas se sentir en échec. Concrètement, si l'enfant sait mieux cliquer que vous, rassurez-vous, regardez-le faire une recherche sur Google, Compte ou Ecosia et vous verrez qu'en fait, il est nul potentiellement. Hein. Donc ça, c'est rassurant aussi en tant que parent. Voilà, ça s'apprend. Nous, on a appris un peu à la sueur de notre front parce qu'on ne nous a pas forcément appris. Hein. Bon, bah, les enfants, on voit bien qu'ils ne savent pas forcément faire, même s'ils sont nés avec. Hein, ce mythe du digital native aussi, il faut qu'on arrête. Ils ont besoin de nous, les enfants, ils ont besoin de notre esprit critique et on peut apprendre tous ensemble. Donc, c'est pas grave de se sentir en échec, et encore moins si on joue aux jeux vidéo ensemble, l'enfant peut mettre une raclée, et puis ça fait du bien des fois, de toute la dynamique familiale, de retrouver de la complicité, d'avoir une expérience de partage en commun aussi. Voilà. Mais effectivement, ça demande à ce qu'on soit un petit peu moins, un petit peu plus souple. Exactement. On n'a pas forcément tous les codes, on ne sait pas forcément tout. Et on peut dire, je ne sais pas. Oui. Juste pour conclure, une dernière question sur l'actualité. Virginie en parlait tout à l'heure, sur l'actualité, les images anxiogènes. Comment réussir à protéger ses enfants de ces images qui circulent sur les réseaux sociaux? Alors, vous avez parlé de la télé et du 20h, donc ça, je pense que voilà, le message est bien passé là-dessus. Et malheureusement, il y a aussi aujourd'hui de nombreux canaux aussi sur lesquels les grands, Facebook, Twitter ont du mal parfois à bloquer ces images et elles sont diffusées. Comment faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire comme nous préconise Olivier, couper les réseaux sociaux à son fils qui est en 6e, dire non voilà, parce quand ils sont trop jeunes, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les protéger? Alors on parle des images violentes avec l'Ukraine, mais il y a aussi des images pornographiques, il y a quand même beaucoup de choses aussi, beaucoup de dangers qui peuvent circuler.
C'est une question qui n'est pas évidente parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas protéger de tout. J'ai tendance à décaler souvent ce type de questions en disant, mais dans la rue, vous savez, on risque plein de choses en fait. Il y a plein de risques. Voilà, en traversant la rue, il peut nous arriver énormément de choses. Et en fait, dans la parentalité, ce qu'on voit bien au quotidien aussi, c'est qu'on a peur de laisser sortir les enfants, mais on a peur quand ils sont dans la rue numérique aussi. Et donc finalement, on ne peut pas les mettre dans un bunker pour qu'ils n'encourent aucun risque. Donc peut-être mesurons un petit peu aussi tout ça. La différence surtout, c'est que dans la rue, on connaît les risques nous-mêmes et on les a éprouvés, puis on a eu cette éducation-là. Dans la rue numérique, on est un petit peu plus en difficulté parce que nous-mêmes, on ne sait pas forcément toujours comment s'en protéger. Après, au-delà du contrôle parental, on peut mettre Adblock ou ce type de solution-là, déjà sur ordinateur. Bon, sur mobile, on est un petit peu plus embêté, mais bon, sur ordinateur, déjà, ça nous permet de ne pas avoir les pop-up, les choses qui apparaissent, les publicités, etc., et notamment liées à la pornographie. Donc, bon, si on enlève les lectures automatiques par défaut aussi, ça vraiment, j'insiste là-dessus, ça empêche que les vidéos se lancent toutes seules. D'une, parce que ça nous capte notre attention et quand une vidéo se lance toute seule, on n'arrive pas à l'arrêter. De deux, parce que face à une image violente, il vaut mieux qu'on décide nous-mêmes de cliquer dessus et qu'on soit prêt, qu'on ait envie de le faire. Parce que les enfants, après aussi, sont dans des rites de passage, des rites d'initiation. Donc, ils vont avoir envie de regarder des trucs qui sont déconseillés à leur âge. Ils vont avoir envie de jouer à se faire peur. Le problème, c'est que, bon, bah, voilà, on l'a tous fait aussi. Dans la posture de parents, pour le coup aussi, en parallèle, je conseille à ce qu'on ne ferme pas cette porte-là. Si on a interdit à ses enfants d'aller regarder un certain type de contenu, on risque de se retrouver en difficulté s'ils ont été traumatisés. Donc peut-être leur dire, voilà, je n'aimerais pas que, à la maison, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de tel jeu, je ne voudrais pas voilà, que tu consultes tel ou tel site. Par contre, si jamais tu tombes sur des choses qui sont déplacées, qui te font peur, qui t'angoissent, bah, viens m'en parler et je ne te jugerai pas, je ne te punirai pas. C'est ce qui fait peur aux enfants aussi. C'est de dire, bah, on va m'enlever mon téléphone portable parce que je suis tombée sur des contenus choquants et l'enfant est doublement choqué et doublement traumatisé. Il n'y a pas de solution miracle pour ça. Vraiment, en parler autant que possible avec les enfants. Le contrôle parental peut aider à se protéger, mais après, voilà, si on tombe sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, effectivement, enfin, si on parle de ça, on voit bien qu'on tombe tous sur tout un tas de vidéos qui peuvent nous mettre des hauts le cœur à certains moments, et en fait, on va difficilement pouvoir empêcher les enfants de tomber dessus. Peut-être que, petit conseil, beaucoup de choses qui se passent sont sur Telegram. Telegram, c'est un endroit où vraiment les enfants, pour le coup, et un endroit où les adultes ne sont absolument pas et ne maîtrisent pas la situation, ils vont entre eux s'envoyer beaucoup de choses qui sont vraiment atroces, hein, des décapitations, enfin bref, des choses terribles. Ça, on peut peut-être essayer de limiter avant un certain âge. Ils n'ont pas forcément besoin d'un réseau social crypté qui leur permet de communiquer en crypté avec leurs copains. Peut-être que voilà, Telegram, on peut largement éviter. Mais pour le reste, voilà, lecture automatique, on enlève surtout. Et si on peut les abonner à un titre de presse jeunesse, c'est aussi intéressant. C'est des médias qui sont conçus spécialement pour les enfants, qui racontent l'actualité à hauteur d'enfants. Et pour les parents, ça peut être très aidant. Moi, j'aime bien Un jour une actu, auquel cas que je pourrais conseiller. Les vidéos sont vraiment très très bien faites. Bon, c'est pour les petits jusqu'à un certain âge. Quoi. C'est vrai qu'on ça marche bien aussi sur les grands, parfois sur certaines thématiques fondamentales, se remettre les choses en place. Alors juste un mot pour conclure sur l'engagement du Clémy et tous les outils que le Clémy a développés. Ça permet aussi aux parents qui nous regardent de pouvoir trouver des ressources. Donc vous avez développé autour de ces pratiques numériques pour les familles et l'accompagnement, donc une bande dessinée, La famille tout écran, qui était d'abord un guide, puis qui est devenue une série co-réalisée avec les caisses d'allocation familiale. Un petit mot, Virginie, sur cette 4e saison qui se prépare et qui sera diffusée bientôt sur France Télévisions. Et oui, parce que ça fait 3 saisons qu'on explore le quotidien de cette famille avec toutes les thématiques dont on vient de parler, avec des parents qui ne sont pas exemplaires, qui ne sont pas des modèles, auxquels donc on peut s'identifier. Et pour cette 4e saison, ils partent en vacances parce que c'est pas parce qu'on se déplace ou quand on est en vacances que la question du numérique sort de nos vies. Donc avec beaucoup de conseils, des conseils très pratiques et aussi beaucoup d'humour pour aborder cette question-là avec pragmatisme et aussi de la joie. Merci beaucoup Virginie Sassoon, merci Vanessa Lalo pour vos précieux conseils et d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu voilà, en direct à toutes les questions des parents qui nous les ont posées donc, directement sur Facebook. Je le disais, si vous souhaitez retrouver des ressources, on les mettra en commentaire de cet événement, mais vous pouvez également retrouver les outils développés par le Clémy en téléchargement gratuit sur le site clémy.fr. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir posé toutes ces questions. Je vous souhaite une très belle après-midi.